Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Donc, un bon jeudi à tous. Aujourd'hui, donc, nous sommes jeudi le 20 mai de l'an 2021. Donc, ça me fait plaisir encore une fois d'être avec vous ce soir pour l'enregistrement, pour la présentation de la séance 15 du cours Histoire du progressisme. Donc, on est à l'avant-dernière séance. Donc, ce soir, on va parler de ce qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale, un peu de l'UNESCO, un peu de constructivisme radical, les différents mouvements qui se sont affairés, le découragement, la déraison, bref, il se passe pas mal d'affaires entre les années 60 et les années 2000. Donc, on va être un petit peu dans cette zone-là, aller voir qu'est-ce qui s'est passé et quel est le fruit de l'échec du progressisme démontré par les canons de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est ce qu'on va voir dans l'avant-dernière séance. Et dans la dernière séance, qui est la semaine prochaine, la 16e, donc on va voir tous les nouvelles affaires du 21e siècle, là. L'espèce d'hyper-technologie, on appelle même plus ça du postmodernisme, on appelle ça de l'hyper-modernité. Donc, cette espèce de monde qui s'enfonce dans une déshumanisation de la réalité humaine, vers la robotisation de l'humanité, vers une espèce de monde hyper technologique, avec plein de bonnes affaires dedans, mais en même temps, on peut vraiment douter de tout ça, puisque on ne doute pas des bonnes intentions que les progressistes avaient il y a 2-3 siècles, où ils croyaient amener le monde vers quelque chose de mieux, et finalement, ils ont échoué. Donc, on dirait que l'échec, c'est la seule chose qui est répétitif dans l'histoire de l'humanité. Bon, mais ça, c'est la semaine prochaine. Donc, si vous voulez bien, en rétrospective, la semaine dernière, on a terminé la séance 14 sur des lectures des textes de Julian Huxley, qui était issu de son texte UNESCO, ses buts, sa philosophie. Donc, j'ai voulu vous montrer un peu le caractère quelque peu radical de l'intention de cet homme, un biologiste britannique, frère de Aldous Huxley, mais qui, lui, veut créer cette institution des Nations Unies, qui est l'UNESCO, mais en lui donnant un caractère très contrôlant, très coercitif, et notamment sur les domaines de l'éducation. Donc, c'est cette idée qui est très forte, qui vient de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, mais qui est que l'État doit s'accaparer de façon unilatérale tout ce qui est le monde de l'éducation et assigner à l'éducation une vision très précise dès le jeune âge. Donc, quand on voit les maternelles à 4 ans au Québec, puis on voit les garderies où on incite les gens, les familles, les femmes à envoyer leurs enfants le plus jeune possible à la garderie, c'est dans l'idée que les parents sont pas les meilleurs éducateurs. En fait, c'est l'État qui doit éduquer les enfants. Et ici, on rentre dans quelque chose que j'appellerais une forme de moule à gaufres. En d'autres mots, l'État veut formater des individus stylisés selon des raisonnements, selon des idéologies très précises. Et le but poursuivi par l'UNESCO, leur but à eux qui se donnent est toujours un but de bonne intention, c'est de formater les choses pour ainsi éviter des guerres, des conflits, puisqu'on se dit que puisque c'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres, ben il va falloir agir dans l'esprit des hommes pour empêcher les guerres. Donc, en quelque sorte, ce soir, on va voir maintenant, on va revenir un petit peu sur l'UNESCO, mais pas trop, mais sur des idées qui sont sorties de là. Donc, c'est comme si, après la Seconde Guerre mondiale, qui se termine en 1945, on a l'impression que l'Occident en particulier, parce que cette guerre-là, ces deux grandes guerres-là ont eu lieu en Occident, faut-il le savoir, entre pays occidentaux surtout. Donc c'est l'Occident qui est sous le choc, puis c'est l'Occident qui était le maître à penser du progrès et de toutes les innovations et les améliorations. Donc c'est comme si la civilisation qui s'est le plus avancée dans ça a été la plus affectée par les effets négatif du phénomène. Donc, on a l'impression que l'Occident entre dans une phase bipolaire. Je
sais pas si mon mot est bien choisi, mais il y a comme deux grandes affaires qui arrivent après la Deuxième Guerre. Il y a comme deux grandes affaires. C'est pas des décisions en tant que telles, là. C'est des effets, c'est des conséquences, c'est qu'est-ce qui se produit, et ça se divise en au moins deux grandes affaires. D'une part, il va rester encore des hommes et des femmes qui vont se persuader de croire que l'homme peut quand même progresser vers un monde meilleur par l'éducation et la mise en place de mécanismes politiques susceptibles d'imposer une paix durable sur la Terre. C'est l'UNESCO, c'est ces gens-là, c'est les Nations Unies. Donc, on peut pas les accuser de ça prend des gens qui gèrent le chaos. Fait qu'eux autres, tous ceux qui ont envie de gérer le chaos, ben, ils ont choisi de faire de la politique, puis de faire de la politique à la manière des Nations Unies et de l'UNESCO, puis de créer une forme de gouvernance mondiale autour d'un certain nombre d'idées. Projet qui échoue depuis 75 ans maintenant. C'est pas que les intentions sont pas bonnes, c'est que le cœur de l'homme étant ce qu'il est, ben, ça finit toujours à faire des politiques aériennes. Maintenant, il y a les gens de bonne intention, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, par l'UNESCO, ben, on va élaborer une approche éducative à l'échelle internationale et elle va porter un nom, le socio-constructivisme ou le constructivisme, ou même appelé quelquefois le socio-constructivisme radical. Je me suis penché là-dessus il y a à peu près une quinzaine d'années. J'ai fouillé, j'ai lu beaucoup là-dessus parce que dans les années 90, mon épouse et moi, on était à l'université, tous les deux. Et ma femme en éducation, puis en linguistique et tout ça, puis on a été témoins du renouveau pédagogique là, qui s'est instauré dans les universités et qui amenait l'implantation de nouveaux systèmes scolaires dans les écoles au Québec. Fait qu'on s'est rendu compte que le modèle scolaire est passé d'une idée à une autre complètement différente. Et ça nous a intéressés, ça nous a inquiétés en fait, puis c'est ce qui fait que j'ai commencé à m'intéresser au socio-constructivisme radical. Je vais en parler un peu plus loin, expliquer de quoi il en retourne. Donc, il y a ça d'une part. Donc, premièrement, ceux qui veulent instaurer une espèce de paix durable pour l'humanité, mais par des moyens coercitifs et politiques assez forts. Et d'autre part, il y a toute l'autre partie des hommes qui se lancent dans la désillusion intentionnelle. C'est l'idée du vivre et laisser vivre, de laisser tomber les morales, de laisser tomber les structures, de laisser tout tomber là, finalement. C'est un peu le désengagement, c'est une désillusion, c'est un découragement. C'est un peu la réaction de ceux qui se disent, ben, il n'y a rien à faire. C'est du cynisme, en d'autres mots, c'est de la démission, c'est comme, bon, ben à quoi bon? À quoi bon essayer d'absolument changer le monde? Il veut pas changer, donc mangeons et buvons, puis mourons, puis amusons-nous pendant qu'on vit, puis donc c'est cette espèce de culture de décrochage. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est dans un monde un peu bipolaire, parce que vous avez des gens qui vont se mettre au service de conceptions très radicales de l'éducation et de la construction d'un avenir, et vous avez d'autre part une autre gang qui, eux, sont complètement dans la désillusion, ils veulent plus. Et vous allez voir qu'est-ce qu'ils font, eux autres. C'est assez intéressant. Donc, cette période de l'histoire humaine marque clairement la fin du monde moderne. Monde moderne dans le sens où les attentes d'un monde meilleur par le progrès et la paix s'avèrent à leurs yeux une utopie. Donc, je l'ai dit un petit peu, le monde moderne meurt avec la Deuxième Guerre mondiale. Puis quand le monde moderne, c'est pas juste des bébelles qu'on invente puis qui nous facilitent la vie. C'est aussi ça. Mais le monde moderne, souvenons-nous que dans l'esprit des gens, c'était l'idée d'un monde meilleur par le progrès. Donc, le monde moderne, c'est pas le progrès lui-même, c'est les effets positifs du progrès sur le changement de l'homme, du cœur de l'homme, pour faire de lui un être moins cruel, plus paisible, donc une paix plus durable. C'est ça qui a échoué, parce que des bébelles, on en invente encore, des technologies, on en invente encore, ça n'arrête pas, ce bout-là du progrès.
Mais l'idée, l'attente profonde qui était attendue, elle n'a pas été livrée et ça a tué cette idée de la modernité. On rentre donc dans une période qu'on va appeler la postmodernité, qui veut dire le dépassement du monde moderne. L'idée de la modernité en tant que certitude d'un monde meilleur tombe en mille miettes dans les années 60. L'homme ne croyait déjà plus en Dieu, mais maintenant il ne croit plus non plus en l'homme. Et ça, c'est particulier, c'est ça la cause de la grande désillusion. Si Dieu a été mis de côté, parce qu'on a mis notre foi en l'homme et sa capacité à produire du progrès et de la paix, et que l'homme échoue lamentablement, ben c'est le désespoir, là. Vers qui on se tourne? Et c'est ça là, qui est tout le problème des années 60-70. Si le secours ne vient ni de Dieu et ni de l'homme, alors c'est le désespoir. Après avoir démissionné de la foi, voilà que l'homme démissionne de la raison. Sa raison démissionne. C'est ça qui est assez tragique dans les années 50, 60, 70. Le passé, le présent, mais aussi l'avenir n'ont plus de sens. Puis là, souvenons-nous que dans les premières séances, j'expliquais que les hommes du 15e et 16e siècle ne juraient que par le passé. C'était ça qui avait de la valeur. Et pour eux, l'avenir ça n'existait pas l'avenir. C'était pas là. L'avenir, c'était suspect, l'avenir. Les nouveautés étaient suspectes. Donc, on aimait se replier sur les fondements d'un passé. Et on a vu que le monde moderne, c'est le dépassement de cette idée-là. Hein. Donc, le monde moderne, c'est le monde qui commence à rêver à l'avenir et à rejeter le passé. Le passé, c'est bien correct, là, mais on va mettre ça dans les musées, le passé. Maintenant, on est dans... L'homme va maîtriser son avenir et là, on espère dans un monde futur meilleur. Maintenant, dans les années, le postmoderniste, c'est qu'on ne retourne pas nécessairement au passé. Le présent, ça vaut pas grand-chose parce que c'est des guerres puis c'est des conflits. Et l'avenir, ben, perd son sens. Donc, passé, présent, avenir, ça fonctionne ni un ni l'autre plus. En tout cas, il n'y a rien qui est générateur d'espoir. Donc, un texte que j'ai trouvé très intéressant qui parle de ce passage-là, là, de la modernité vers la postmodernité, je vais vous le lire en continu. C'est très intéressant ce que cette histoire... D'ailleurs, j'oublie son nom, bien que j'ai sa référence en bas de page, là, mais en tout cas, peu importe. Il va-t-il dire, c'est la modernité prend véritablement naissance avec les philosophies des Lumières. Elle considérait que l'homme devenait la mesure de toute chose. Quand on dit que l'homme est la mesure de toute chose, c'est ça qu'on appelle l'humanisme athée. L'homme devient le centre, la mesure de toute chose et non plus Dieu. L'esprit moderne présupposait la connaissance comme accessible à l'esprit humain. La connaissance était certaine, objective et bonne, et devait obligatoirement mener au progrès. L'homme moderne avait une foi absolue dans ses capacités rationnelles. Par l'observation, l'expérience et la réflexion, chacun croyait pouvoir découvrir la vérité. Le rêve du progrès a été ébranlé par 2 guerres mondiales, par l'Holocauste, par le développement du nationalisme, par la crainte de la destruction nucléaire et la dégradation de l'environnement. La technologie mise en œuvre devient de plus en plus déshumanisante. Peu à peu, l'optimisme de la modernité va céder sa place au désenchantement, à la désillusion. La post-modernité va se présenter à la fois comme un rejet et comme un dépassement de la modernité. C'est en quelque sorte la fin du règne de la raison. La modernité avait fait de la raison la dernière de ses idoles. C'est celle qui devait réussir là où toutes les autres avaient échoué. Quelles étaient les autres? Les croyances dans le cosmos, religion, tradition, patrie, bref. Celles qui devaient réussir à unifier le savoir ont toutes échoué. Mais maintenant, c'est la raison qui échoue. Son échec signe la fin des idoles et l'entrée dans une ère nouvelle appelée postmodernité. Cet échec remet également en question la notion même de progrès. Vous voyez, là, c'est assez bien dit. Ce qui nous amène dans une société de relativisme.
Le relativisme, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ça signifie que, puisqu'on ne peut pas trouver la vérité, puisqu'il n'existe pas de vérité absolue, parce qu'à partir du moment où on met Dieu hors de nos vies, ben, on quitte la zone de l'absolu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans un monde désillusionné, ben, on fait la promotion d'une idée qui est à chacun sa vérité. C'est ça le relativisme, à chacun sa vérité. Cette expression caractérise parfaitement la postmodernité. Le relativisme découle de la fin des idoles, de l'absence du principe unificateur du savoir. Puisque la connaissance n'est pas elle non plus certaine, objective et bonne, chacun est renvoyé à lui-même pour déterminer ce qui est vrai, ce qui lui semble bon. La vérité est maintenant une affaire subjective. Il s'agit de ce qui a un sens pour moi. Donc, c'est ça le monde postmoderne. On n'est plus dans un univers collectif, on est dans un univers individualiste. Donc, c'est la raison qui fait que le concept des droits individuels prend autant de place. Et d'ailleurs, c'est un peu une faillite que les chrétiens se saisissent de cette idée-là en ce moment. On va parler de mes droits individuels à cause d'un vaccin ou à cause d'un masque. On brime mes droits individuels, mes libertés individuelles. Droits et libertés individuelles sont des idoles du postmodernisme. C'est pas des trucs bibliques, là. Ça n'a rien à voir avec l'écriture, ces idées-là. Mais quand on connaît pas bien l'écriture puis qu'on se donne pas une solide théologie comme référence dans notre marche avec Dieu, ben, on réalise pas qu'on ramasse des idées, des idoles de ce monde, on les intègre à nos vies, puis là, ben, on proteste contre un masque, contre au nom que mes droits individuels sont brimés. Les gens de ce monde vont avoir cette attitude-là parce qu'ils sont des post-modernes. C'est implanté dans leur esprit, ils ont juste ça à penser. Mais nous, les croyants, notre espoir n'est pas dans ce type d'idole-là. Même si c'est intéressant d'en avoir des droits individuels, je suis pas en train de dire que c'est pas bon. Je suis en train de dire que notre foi, notre marche avec Dieu, notre vie ne s'appuie pas, premièrement et principalement, sur ce type de valeurs-là, qui sont des valeurs relativistes. Relativiste qui appartient à un monde humaniste et athée. Donc, c'est toujours surprenant. Pour moi, c'est même choquant d'entendre des croyants être dans ce type de revendication-là. C'est comme si je me disais, OK, le problème, il est de nature théologique. Il est de nature théologique. On ne comprend pas ce que nous dit l'Écriture et on fait des amalgames douteux avec des philosophies de ce monde. L'hyper-individualité. L'humanisme qui allait de pair avec la modernité a déjà plus qu'amorcé le phénomène de l'individualisation. Avec la fin du règne de la raison, le relativisme et la méfiance à l'égard de l'autorité, avec la nécessité de se déterminer uniquement par soi-même, par ses droits et par ses libertés, le phénomène s'accentue encore. On peut alors parler d'hyper-individualisme. L'hyper-individualisme met notamment en avant l'importance de l'expérience personnelle et fait la part aux beaux sentiments. Je sens, donc je suis. Donc c'est comme si ma vie tourne autour de mon ressenti. Suis-je un homme? Suis-je une femme? Ça n'a rien à voir avec mon état biologique, ça a rapport à je me sens comment, au fait. Donc, on abandonne la raison. Tu sais, raisonnablement, j'ai un corps d'homme, je suis forcément un homme. C'est biologiquement juste et c'est scientifiquement juste aussi. Donc, la raison ne pourrait qu'adopter cette prise de conscience, mais dans un monde post-moderne, la raison a foutu le camp, même la raison a foutu le camp. Donc, on est capable d'aller à contresens de la raison et de la science au nom d'une pseudo-science. Donc, je suis ce que je ressens, et si je me ressens plus que mon corps me donne pas l'expérience de mon sentiment, ben je vais le changer. Et puis, n'est vrai que ce que je sens. Fait que, voyez-vous, donc c'est ça qu'on parle, c'est ça que j'appelle le monde actuel, un monde de l'absurdisme. On accepte l'absurdisme. Et attention,
Là, je sais que les chrétiens, on va dire, ouais, le monde. Non, non, mais ça, c'est là aussi, chez les chrétiens, mal affermi dans l'Écriture, comme je vous disais, l'hyper-revendication continuelle de mes droits, de mes libertés, de prétendre que je suis persécuté pour toutes sortes de raisons, de rentrer dans le discours sociopolitique d'une gauche radicale et plaignarde et d'en faire partie, c'est d'être récupéré par ces courants de valeurs-là et c'est d'être en train de quitter la foi biblique, même si on pense qu'on est toujours des chrétiens affermis, mais notre combat, finalement, on réalise pas qu'il devient un combat sociologique et politique au nom des revendications d'un monde humaniste et athée, mais dans lequel nous, comme chrétiens, on a réussi à se donner une version biblique avec quelques collages de passages dans ça. Donc, c'est comme l'amour à tout prix, le non-jugement à tout prix, mais ça, c'est des valeurs mondaines. Donc, l'Écriture doit redevenir la matrice de notre réflexion, non pas au mépris de ce monde, mais par amour et par compassion pour ce monde, on doit revenir et se réintégrer dans un message de l'Évangile qui est très, très présent. Pour continuer cette lecture, ici, sous-titre « La prééminence de l'instant présent ». Le monde postmoderne, c'est le monde du ici et du maintenant. Puisque le passé est définitivement révolu, puisque la possibilité même du progrès pour l'avenir n'a plus de fondement, et même que l'avenir n'a rien de bon à proposer, c'est au présent qu'il faut croire, c'est le présent qu'on doit vivre. Alors que sous le règne de la raison, l'optimisme et un certain enthousiasme étaient de mise, la postmodernité voit l'apparition d'un nouvel état d'esprit. L'optimisme cède peu à peu la place au scepticisme, au pessimisme, voire au cynisme et à la désespérance. C'est pas drôle. La question qui se pose, c'est y a-t-il un retour aux religieux dans ce type de monde? 3 caractéristiques nous semblent majeures. Tout d'abord, il s'agit d'un religieux à la carte et non un religieux selon ses propres valeurs. Un religieux que l'on se construit soi-même, parce que dans un monde relativiste et individualisme, et qui repose sur mes droits, mes libertés, moi, mon ressenti, je peux être un chrétien puis me bâtir mon christianisme à la carte. Je vais prendre de l'Écriture ce qui m'arrange un peu. Je vais me produire ma propre théologie, en quelque sorte. Ensuite, il s'agit également d'un religieux qui rejette la raison pour faire un saut dans l'irrationnel. La foi, sans la raison, peut-elle exister? Enfin, ce retour du religieux témoigne certainement de l'impossibilité pour l'homme de vivre sans croyance. Donc, ce qu'ont remarqué les sociologues et les anthropologues dans les années 60-70, c'est qu'il y a un certain retour aux religieux. Le christianisme évangélique va en profiter beaucoup de ça, mais les sectes religieuses vont se multiplier à l'infini. Ça va être assez phénoménal. Mais il y a également le discours du religieux pour soi. Je me fais mon Dieu à mon goût et c'est mes convictions personnelles. Je ne veux pas être jugé là-dessus. Certains vont prendre des bouts de l'islam, des bouts du christianisme. C'est un monde où le pluralisme religieux qu'on a vu il y a quelques semaines là, trouve sa niche. Le pluralisme religieux, c'est le respect de tout ce que tu as envie de croire. Si ça t'intéresse de croire ça, c'est ton affaire, crois-le. Donc, c'est un fondement pour le pluralisme religieux et à toutes les dérives. Mais c'est également, l'auteur fait remarquer ça, puis on va en parler un petit peu tout à l'heure, c'est également pour certains, dans le christianisme notamment, une foi sans la raison. Donc, c'est l'idée de l'abandon de toute forme de raison. C'est tout l'angle hyper charismatique. Là. Je parle pas charismatique, ça peut être très bon fondement, mais l'hyper-charismatisme où on est dans un christianisme où c'est pas la raison, puis la raison est extrêmement importante parce qu'elle ne s'oppose pas à la foi, mais ici on décroche de la raison, puis on rentre dans une approche biblique où on interprète tout comme on le sent. Et ça s'est entendu encore énormément cette année. Je trouve que la COVID-19, là, que le dos large, en fin de compte, là, a fait ressortir beaucoup d'anormalité dans nos églises et dans notre foi et dans notre façon de voir l'Écriture. Donc,
Je termine sur ce premier point-là aujourd'hui. C'était cette lecture de cet auteur dont malheureusement j'ai pas le nom, je le répète encore, je trouve ça plate de ne pas avoir son nom, mais qui montre un peu toute la faillite, la faillite du modernisme et qu'est-ce que c'est que le postmodernisme. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on est dans un monde bipolaire et que deux grandes réactions se sont dessinées dans les années 60. D'une part, les hyper responsables qui veulent encore sauver le monde puis qui vont créer des institutions politiques pour le faire, telles que l'UNESCO, et de l'autre côté, ceux qui vont complètement décrocher, se désengager ensuite. Donc, deux réactions qui sont radicalement différentes. Commençons par la première. L'UNESCO va s'intéresser à l'éducation, on l'a déjà dit, va vouloir créer des concepts d'éducation. Et parmi ceux-là, où un des principaux va être de concevoir l'idée est simple. Puisque les guerres naissent dans l'esprit des hommes, il faut reformater l'esprit des hommes dès le plus jeune âge de l'enfance pour être capable de l'amener à avoir, c'est pour ça que c'est un mot la gaufre, là, on veut faire tous des enfants pareils, des petits Chinois, des petits Russes, des petits Américains, Québécois, Français, Belges, Africains. On veut les amener à être formatés pareil, parce qu'on se dit, l'unité va être forcée dans les mêmes croyances. Donc pour ça, il faut abattre des croyances locales, des croyances traditionnelles qu'ils ont. Donc comment on peut faire ça? Ben, plutôt que d'être contre leur religion traditionnelle ou leur croyance traditionnelle, on va par l'école subtilement glisser, si on veut, du matériel nouveau dans leur esprit. Mais pour ça, il faut qu'on les ait le plus jeunes possible. En d'autres mots, à l'âge où les parents pourraient commencer à avoir de l'influence, parce que les parents sont des vecteurs de culture, hein? Les parents, ça passe à leurs enfants, leurs croyances, leurs convictions religieuses s'il y en a, morales s'il y en a. Maintenant, l'État et l'UNESCO et cette reformatation de l'éducation se dit, faut être capable d'avoir les enfants très jeunes, comme si pour faire en sorte que les parents n'aient pas le temps d'imposer leur culture et leurs croyances à leurs enfants et que ce soit le système scolaire de l'État qui le fasse. C'est une forme de néo-communisme déguisé, en quelque sorte. Donc, dans un rapport de l'UNESCO qui date de 1991, là, ça, on parle d'il y a 30 ans, mais c'est pas loin, ça, il y a 30 ans. 1991, une quarantaine d'années après Julian Huxley, là, environ. Donc, vous voyez, quel est le trajet que l'UNESCO a fait pendant ces 40 ans-là environ? Eh bien, voyons. Donc, dans son rapport commandé en 91, il est dit « L'UNESCO prévient que pour atteindre la modification des valeurs, nous devons accepter de passer par une étape due à la durée qu'exige la maîtrise du changement des valeurs et une supposée éclipse de la moralité et de l'éducation morale, car il faut atteindre l'interculturalisme qui, comme l'explique ce rapport de l'OCDE, vise un objectif ambitieux, la formation d'une identité culturelle mondiale. Vous voyez, une nouvelle culture mondiale qui ne soit plus marquée par l'eurocentrisme, ni par l'ethnocentrisme ou l'américanocentrisme, ou par quelques attachements aveugles à ses propres croyances et valeurs. Donc, l'UNESCO affirmait donc qu'il faut débâtir, déconstruire quelque chose chez les gens, le plus jeune possible, pour les amener à une valeur, un internationalisme. Il y a un homme qui a travaillé là-dessus en France, c'est un journaliste français, il est ingénieur et enseignant à l'époque, là, je sais pas quelle année, ça fait une dizaine d'années, mais il enseignait, lui, à l'université Aix-Marseille 3, professeur d'informatique. Il s'appelle Pascal Bernardin. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le Machiavel pédagogique ». J'ai essayé c'est le Machiavel pédagogue ou pédagogique. J'étais en France il y a quelques années. J'ai voulu trouver ce livre-là, j'ai jamais réussi. C'est probablement un livre qu'on n'arrive plus à trouver, mais c'est un livre que j'aimerais lire un jour. Sauf que j'ai trouvé beaucoup d'articles de Bernardin ou de gens qui ont commenté son ouvrage qui s'appelle « Le Machiavel pédagogue ». Et voici ce que lui va dire
concernant l'UNESCO et ce modèle pédagogique nouveau. Il va dire l'UNESCO joue un rôle primordial dans cette partition totalitaire. Les organisations internationales au premier rang duquel l'UNESCO établissent les normes qui sont transmises par des États nationaux adhérents et qui redéfinissent le rôle de l'école. Celle-ci, l'école, devint le véhicule d'une révolution culturelle et éthique destinée à modifier les valeurs, les attitudes et les comportements des peuples à l'échelle de la planète. Rien de moins. Les techniques de manipulation psychologique ne se distinguent guère des tactiques de lavage de cerveau qui sont utilisées par cette organisation à tous les niveaux. Donc, ce que M. Bernardin est en train de dire, ben voyez-vous, ça a tellement échoué que l'ONU et l'UNESCO se sont dit, bon, ben, on va y aller avec des méthodes très, très fortes. Pourquoi pas la manipulation? Mais évidemment, on ne donnera pas ce nom-là. Ils diront pas que c'est de la manipulation. Mais Bernardin, il dit, mais ça en est. C'est de la manipulation. C'est de l'excès d'autoritarisme de prendre les enfants le plus jeunes possible, de convaincre les enfants qui sont des mauvais éducateurs. C'est de la manipulation. Les parents le croient aujourd'hui, là. Beaucoup de parents qui se disent, hey, mon enfant va être bien mieux dans une garderie qu'avec moi, là. Moi, j'étais un idiot. L'État a formé des spécialistes en gardiennage d'enfants dans les garderies. Puis, hey, c'est là qu'ils vont vraiment, vraiment, vraiment progresser. Donc, on a réussi à rentrer ça dans la tête des gens. J'en ai entendu dans mon entourage. Moi, ça me fait tomber en bas de ma chaise d'entendre une affaire de même, de te faire dire que tu es un incompétent que tes enfants. Là. Je sais que des parents le sont parce qu'ils sont désengagés d'une structure d'éducation sérieuse, mais néanmoins, il y a ici là l'espèce de manipulation qui a été structurée puis organisée pour faire arriver ce genre de choses-là. Et ensuite, un coup qu'on a nos enfants, on dit, ben nous, on va les formater. Donc, on ne parle pas ici de manipulation qui viennent dans un avenir. Là. On n'est pas dans un avenir. Ça fait partie du passé. C'est entré dans nos écoles depuis 30-40 ans, mais encore plus depuis les années 2008, 2009, 2010. Je répète, c'est mon dada. Éthique et culture religieuse, ce n'est que une des pointes de l'iceberg la plus évidente de ce type de manipulation. Au Québec, le processus est déjà en marche depuis un bon bout de temps. Je le disais, dans les années 2000, ça s'est implanté. On a appelé ça réforme scolaire ou renouveau pédagogique, ce qui veut dire la même chose. Mais derrière ces mots-là, qui sonnent bien, il y avait une intention. Donc, et l'intention, une des grandes intentions, c'est le socio-constructivisme dont j'ai parlé un peu plus tôt. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Le socio-constructivisme s'intéresse au commun des apprentissages au sein d'une classe. L'accent est placé sur l'apprenant plutôt que sur l'appreneur. Donc, c'est plus le professeur qui passe de l'instruction. Le professeur devient l'instructeur, un passeur d'idées. C'est l'apprenant, l'élève qui est au cœur de toute l'affaire. Vous allez dire, ouais, c'est un peu normal, mais attention, ça dépend comment on le voit. L'élève est le moteur de ses propres apprentissages qu'il construit au gré de ses expérimentations. En effet, suite à ses interactions avec l'environnement, il met en œuvre ses idées et invente ses propres solutions. Il construit ainsi ses propres concepts face aux problèmes auxquels il est confronté. Ça, c'est un texte qui vient de Frédéric Olivier et Marc Clos, qui sont du département des sciences de la motricité de l'Université de Liège. Des textes comme ça, j'en ai plein. J'en ai éliminé plusieurs parce que j'en avais trop. Ça aurait été un petit peu trop lourd. Mais le socio-constructivisme, ça signifie de créer un univers où l'enfant développe lui-même ses propres apprentissages et croyances. Il va y passer des mathématiques, du français, de l'anglais, puis toutes sortes de matières quand même. Mais on va utiliser ce qu'on appelle le modèle de façon transversale. Donc, on va incorporer à la géographie et à l'histoire, j'ai vu ça dans des livres, des questions d'ordre sexuel. Donc, en voulant questionner l'histoire sur un peuple et sa pratique sexuelle, on va en profiter pour passer un certain nombre d'idées qui sont très de la gauche libérale. On va passer des valeurs d'homosexualité, de tout ça. Donc,
en géographie, en histoire, on est capable de passer toutes ces valeurs-là un peu partout à travers les différentes matières. Un prof de français chrétien que je connais bien m'avait dit il y a plusieurs années, il dit, je suis un peu découragé, il dit, je suis en secondaire 4, je suis prof de français, mais il dit, je réalise que c'est pas tant du français que j'enseigne, mais je suis en train d'enseigner à mes élèves toutes sortes de valeurs qui me dérangent, mais c'est dans les ouvrages. Mais on apprend le français à travers l'apprentissage de ces valeurs-là. Donc, on est en train de remasteriser l'esprit des enfants sous prétexte du français. Voyez-vous, c'est ça là, le renouveau pédagogique, c'est ça le socio-constructivisme. Dans une certaine mesure, l'approche socio-constructiviste permet à l'enfant de se construire un univers qui est bien à lui. Pour y arriver, on doit l'amener vers une pédagogie du conflit qui consiste à déconstruire l'ensemble des idées reçues dans son milieu familial, culturel. Le socio-constructivisme est dirigé par une illusion, l'illusion de la libre réflexion, c'est-à-dire l'illusion du supposé réfléchir par soi-même qui provoque, pour bien des éducateurs, une admiration sans borne. Ils vont se dire, hey, c'est l'enfant et tout son potentiel qui est développé, c'est lui qui se bâtit sa propre identité à travers ça, que c'est merveilleux, on n'est plus intrusif, l'enfant peut grandir, s'épanouir. Maintenant, dans le concept conventionnel de l'éducation, qu'est-ce qu'il y avait avant? C'était la transmission de l'apprentissage. C'est-à-dire que c'était l'enfant devait, à l'école, être instruit dans les valeurs éthiques et morales du milieu, de la famille. En d'autres mots, il y avait continuité entre les valeurs familiales et ce qu'on apprenait à l'école. Donc, on cassait pas, si on veut, ce rythme-là. Le renouveau pédagogique, c'est la cassure entre la famille et les valeurs culturelles d'une famille et d'un milieu et le milieu d'apprentissage qui est à l'école. Donc, l'école n'amène plus l'enfant ailleurs. En d'autres mots, l'enfant n'était pas amené ailleurs, il était consolidé dans les valeurs de son milieu. Mais cette approche a été délaissée par la réforme pédagogique, et notamment au Québec, mais c'est pareil un peu partout dans le monde. Il y a un penseur de l'éducation au Québec qui est bien connu, qui travaille probablement plus, là, à sa retraite, c'est Fernand Ouellette, avait écrit des ouvrages dans lesquels il faisait la promotion de ébranler la suffisance identitaire. Pour lui, Ouellette, qui est un des pères du cours éthique et culture religieuse, admet implicitement que l'enseignement religieux doit chercher à déraciner les petits Québécois de souche et de valeurs religieuses de leurs parents. Il va en faire beaucoup la promotion. J'avais des textes de lui à lire, mais je me suis dit que ça serait encore beaucoup de textes. Fait que je vais plutôt aller assis directement pour expliquer qu'est-ce que le constructivisme que M. Ouellette et plein d'autres au Québec ont voulu établir dans le monde scolaire. Donc, constructivisme, veut dire plutôt que d'instruire l'enfant dans des savoirs absolus, on le place dans une situation qui favorise pour lui-même une construction de ses opinions par ce qu'on appelle la délibération. Ce qui séduit dans cette approche pédagogique, c'est que l'enfant est stimulé à réfléchir sur ce qu'il doit croire plutôt que d'adopter une croyance déjà réfléchie. Donc, vous pourriez dire, ouais, mais c'est bon de réfléchir à ce qu'on veut penser parce qu'on veut croire. Oui, mais sauf que si on le fait en vue de déconstruire vos valeurs parentales, là, il y a une violation ici, là. Il y a quand même une prise en charge de comme... C'est pour ça que Bernardin appelait ça, c'est une forme de lavage de cerveau. Donc, intéressant, mais c'est pas éthique du tout. Est-ce qu'il y a des problèmes dans ce système-là? Parce que est-ce que ça livre ses fruits après une vingtaine d'années au Québec d'implantation de ce système-là? Ben, en fait, c'est que cette approche, ce qu'elle a fait comme dommage, c'est qu'elle provoque une distanciation de l'enfant et de ses parents. L'enfant croit savoir mieux que ses parents et en vient à mépriser leurs valeurs. Moi, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de parents qui l'ont vu arriver dans leur vie. C'est-à-dire que leurs enfants, à l'école, ont développé des croyances qui s'opposent complètement aux leurs et l'enfant se balance littéralement de ce que les parents pensent.
Donc, le parent peut plus jaser de sexualité avec ses enfants, l'instruire dans ses valeurs à lui. Le jeune, lui, il reçoit ça à l'école, puis il reçoit ça dans des réalités puis des convictions complètement différentes. Puis le parent, il peut même, à la limite, être poursuivi en justice s'il s'objecte au fait que son enfant veut prendre une orientation autre que celle que sa biologie lui impose. Ça devient extrêmement délicat. Donc, vous voyez une mainmise qui n'est pas juste éducationnelle, mais qui devient judiciaire aussi. Maintenant, ça, c'est un dommage qui m'apparaît extrêmement grave. L'autre problème du socio-constructivisme, cette approche prétend améliorer le rendement des apprentissages des enfants, mais en réalité, est-ce que ça fonctionne? Non. Le taux d'échec et de décrochage scolaire n'a jamais été aussi élevé depuis ce temps-là, et tellement qu'on abaisse les standards. Ça, c'est des professeurs qui me l'ont dit, même des bons profs dans des écoles privées où les standards étaient relevés. Un prof me dit, moi, je me suis fait dire par la direction de baisser mes standards dans les examens pour faire passer le plus de jeunes. En d'autres mots, ils sont moins bons à l'école qu'avant, mais il faut qu'ils passent pareil. Parce que les parents qui ont payé pour que leur enfant ait dans une bonne école privée, ils veulent pas avoir un échec, eux autres. Ils veulent avoir réussite, même si l'enfant, en réalité, aurait échoué. Et là, tu dis, voyons donc, c'est fou. Mais on a créé un renouveau pédagogique qui amène les enfants à être, sur le plan scolaire, beaucoup moins performants. Donc, à mon avis, c'est un grave problème qui est dû à ce renouveau-là. L'autre problème, le dernier, il y en a plein d'autres, mais l'autre problème, c'est la manipulation idéologique qui veut amener l'enfant à voir le monde selon un point de vue strictement laïque, athée, matérialiste, sinon pluraliste. Donc, encore là, il y a eu une idée. Les gens qui ont pensé à ce système-là, c'est des Julian Huxley d'abord, c'est des athées évolutionnistes, donc humanistes, matérialistes, veut dire pour eux, tout est matériel, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'autre monde que le monde de la matière. Donc le socio-constructivisme part de l'idée que rien n'est absolu et que tout est relatif, donc tout discutable. Tout peut être discuté. Les opinions en ce domaine ont toujours été considérées comme une affaire personnelle. Maintenant, on veut amener l'homme nouveau à se développer des opinions sur des sujets à partir d'une matrice idéologique cachée et conçue par des penseurs de l'UNESCO et autres, et de nos ministères de l'Éducation, de nos penseurs universitaires, docteurs de tout acabit. Comment fonctionne exactement ce modèle-là? Il fonctionne un peu comme un modèle à coller. Vous avez déjà fait des modèles à coller. Vous ouvrez une boîte, il y a un avion, par exemple. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça, j'achetais des petits avions en bois, là, c'était des palettes de bois très, très, très légères, puis on arrivait à se construire un avion, il y avait un cadre, il y avait des petits trous, des broches, il y avait une hélice, les ailes, puis là, on twistait l'hélice avec un élastique, puis quand l'hélice commençait, quand on l'avait tourné, on lançait l'avion, puis l'hélice projetait l'avion, puis tant que l'hélice tournait, ça volait, puis ça planait. Puis il y avait, dans ce genre de montage à coller-là, c'était pas à coller, là, c'était à assembler, il y avait peut-être 10, 12, 15 pièces, dépendant de la complexité de l'appareil qu'on achetait. Mais le socio-constructivisme, c'est ça. Sous prétexte de ne pas imposer à l'enfant ce qu'il doit croire, faire et construire, on lui propose de construire lui-même une démarche, sa propre démarche d'apprentissage, pour qu'il puisse de lui-même découvrir ce qu'il est capable de croire, qu'il puisse découvrir pour lui-même ses croyances et ses orientations, parce qu'on inclut la sexualité dans ça. Donc on dit à l'enfant, t'es un garçon, mais peut-être pas. Maintenant, comment tu vas le savoir? Donc, on va lui donner un modèle à coller avec des idées dans une boîte. C'est une image là, que je vous donne, là. Et on va fournir les idées, puis l'enfant va bâtir ça. En d'autres mots, c'est assez simple, hein? Si vous donnez des morceaux d'avion déconstruits à un enfant, il va rapidement, s'il est intelligent, comprendre que c'est un avion. Puis il va être logiquement capable de comprendre que l'aile, elle s'insère dans la petite fente ici. Ah oui, ça va là. Il a vu des avions avant. Fait que c'est comment c'est fait, là. Puis
elle en arrière, puis il va comprendre que l'hélice va en avant. En d'autres mots, sans que le professeur lui dise, il est capable de faire un avion. À peu de choses près, elle va fonctionner, puis probablement qu'il va arriver à faire exactement ce que le modèle voulait qu'il fasse. Donc lui, quand il a construit l'avion, il se dit, ciel, c'est moi qui ai fait ça. Donc, c'est moi ça. Je suis capable de faire ça, c'est moi ça. Maintenant, si vous prenez ce modèle-là, puis vous l'amenez dans la morale, dans la sexualité, dans plein d'autres idées, comprenez l'image, c'est comme si l'école fournissait à l'enfant des objets de réflexion, puis elle lui disait, fais-toi un montage avec ça. Donc l'enfant se bâtit quelque chose lui-même, et au bout de l'exercice, ce qui est fort là-dedans, c'est que l'enfant croit que ce qu'il a construit, c'est ça qu'il est. Voici mon identité, à plusieurs égards sexuels y compris. Donc l'enfant, lui, se convainc d'être ça. Mais ce qu'on lui a pas dit, et c'est là la supercherie du système, c'est que qui a mis les objets dans la boîte avant? C'est qui a décidé de ce qu'il y aurait comme objet dans la boîte? Parce que ceux qui ont mis les objets dans la boîte savaient que ça donnerait un avion à la fin. Donc l'enfant n'a pas construit tout à fait quelque chose, il a été manipulé par un certain nombre d'objets qui ont donné un avion qu'il croit avoir construit, mais c'est que ça pouvait pas donner autre chose qu'un avion. Fait que transposez ça dans le reste des valeurs et vous venez de comprendre l'éducation dans le monde du 21e siècle. C'est une grande manipulation en vue d'amener les enfants ailleurs que dans les valeurs de leur milieu parental. Cette idée est faussement manipulée car les pièces du modèle à coller sont soigneusement choisies par le système éducatif en vue d'amener l'enfant à croire ce que ce système éducatif veut bien qu'il croie. Mais puisque l'enfant y arrive de lui-même, l'enfant croira que tout ce qu'il a fait est du domaine de ses valeurs et de son orientation. Le constructivisme place devant l'enfant et bon, ça je l'ai dit. Maintenant, ça, et je termine cette partie-là avant de tomber sur la dernière partie du cours d'aujourd'hui. Ce que je voulais vous exprimer, c'est cette partie du monde bipolaire dans lequel on est. Je vous avais dit, d'une part, il y a des hommes et femmes qui veulent encore sauver le monde, mais qui vont aller avec un système plus radical, des institutions politiques et scolaires très intrusives dans le monde des familles et des enfants qui vont se donner des moyens comme le socio-constructivisme pour arriver à leur fin, et tout ça en vue de modeler l'homme nouveau. Donc, c'est comme si on disait, les vieux, trop tard, là, vous êtes plastifiés, c'est durci dans votre tête, vous ne changerez pas d'idée, mais nous, on va prendre vos enfants et on va créer une nouvelle génération. Maintenant, ça, c'est déjà commencé depuis 15-20 ans, et on ne peut pas dire que ça marche. On est dans un monde désordonné sur le plan des familles, plus que jamais. Tu sais, la hausse des cas de signalement de DPJ a pu finir, puis les drames familiaux sont peut-être la pointe de l'iceberg d'un système d'éducation qui échoue en voulant se servir de fausseté puis de manipulation. Je termine. J'en viens maintenant à la deuxième réaction bipolaire. Je vous avais dit, il y a les hyper responsables qui veulent réussir quand même et il y a les autres qui ont décroché. Donc, comme je dis, diverses réactions marquent l'échec du progrès en Occident après la Deuxième Guerre mondiale. Et cette autre réaction est le désengagement et l'abandon, la démission. Pourquoi? Parce qu'on n'y croit plus. On ne croit plus au progrès. Et pour certains, c'est même pas la peine d'essayer. On va appeler ce modèle-là, cette affaire-là, on va appeler ça la contre-culture des années 60. Vous allez trouver beaucoup d'articles sur Internet, il y en a plein. La contre-culture. Qu'est-ce que c'est ça, la contre-culture? C'est une réaction de révolte contre la culture sociale, économique, politique, religieuse qui domine l'Occident depuis la Révolution française ou Révolution industrielle. C'est une révolte contre l'idée du progrès, en fin de compte. Parce que le progrès, ça a été la promotion de tous les progrès scientifiques, techniques, religieux, politiques. Ça découle de la Révolution française et la Révolution industrielle qui a été la
propulser le progrès dans des inventions techniques, là. Ça, là, ça a créé une nouvelle bourgeoisie, cette gang-là. Ça a créé des nouvelles sortes de politiciens. Ça a créé le capitalisme. Ça a créé le fait qu'on puisse aller voter dans des élections libres, donc la démocratie. Ça a créé un nouveau monde, un nouvel ordre mondial très, très différent de celui d'avant la Révolution française. Maintenant, ce nouvel ordre mondial qui avait 2 siècles, dans les années 1960, a échoué et est né ce mouvement contre-culture, qui n'est pas un mouvement organisé. Il n'y a personne qui l'a lancé officiellement. C'est une réaction aux États-Unis beaucoup, en Angleterre, en France, dans les pays industrialisés surtout, où on a pu constater l'échec du progrès à cause des guerres, ben on démissionne. Et la contre-culture, c'est qu'on se révolte contre les institutions qui datent depuis depuis la Révolution française. Donc, finalement, ce modèle qui devait nous amener à quelque chose de bon a échoué. Souvenons-nous que ces révolutions avaient renversé l'ordre du monde au 18e siècle, l'ordre du monde avant eux, par des innovations politiques, scientifiques, techniques, philosophiques, religieuses. La nouvelle bourgeoisie capitaliste domine maintenant le monde depuis ce temps, mais elle vient de montrer son incapacité à faire de ce monde un monde meilleur. Tout ce que l'on veut maintenant, ça c'est les gens de la contre-culture, tout ce qu'on veut maintenant, on veut ça différent de ce que vous nous servez depuis des siècles. On est contre la culture moderne. Et là ça s'affiche de façon très évidente, pour ne pas dire violente. Il y a des manifestations, il y a toute cette histoire de Paris, en Paris 68, là, tu sais, les étudiants qui sortent des universités puis qui protestent. Puis aux États-Unis, vous en avez une gang qui font du piquetage contre la guerre du Vietnam. Là, c'est du monde qui sont, moi, tu sais le mot, qui sont écœurés des salades qu'on leur vend, là. C'est comme s'ils disaient, arrêtez, là. Arrêtez de vous rire de nous. Ça fonctionne pas. Donc, il y a toutes sortes de réactions. Commençons par une qui peut être intéressante. Même si Dieu n'était plus le référent fondamental du monde occidental depuis la Révolution française, bon, beaucoup de croyants, mais ça s'était éteint tranquillement, le mouvement de contre-culture pousse des millions de personnes en Occident à retourner dans les églises, mais surtout dans de nouvelles églises. Le monde évangélique va avoir un essor fantastique parce que les gens veulent, beaucoup, pas tous, mais beaucoup de monde décide de revenir à la foi. C'est une avenue devant le désespoir, ça. On veut bien de Dieu, mais attention, on ne veut plus un Dieu suivant un ancien ou un vieil esthétisme. L'Église catholique en a pas profité du retour. Elle a perdu beaucoup dans ça. Pourquoi? Parce que l'Église catholique, au regard de l'homme du 20e siècle, ça appartient au Moyen Âge. C'est encore les buildings du Moyen Âge. C'est encore l'esthétisme de la chose. C'est encore les prêtres vêtus avec des trucs sacerdotaux. C'est toute cette pratique qui est du Moyen Âge. Elle peut pas être passée à des gens des années 60 qui vivent dans la contre-culture. Pour eux, non. Si j'ai foi en Dieu, je peux pas retourner là. Je veux quelque chose qui est contre ça, mais qui est dans la foi en même temps. Et le monde évangélique, notamment dans les pays francophones, parce que aux États-Unis, c'était quand même bien développé, faut-il le dire, mais au Québec, notamment, on l'a vu, puis en France, je pense que c'est pas mal la même chose. Beaucoup de conversions dans les années 60, 70. Les églises chrétiennes évangéliques affichent un visuel très différent. On a des guitares, des pianos, puis de la batterie. Bon, on chante, puis on a du fun, puis c'est pas le silence absolu avant de rentrer. Il n'y a pas d'odeur d'encens, il n'y a pas d'eau bénite à la porte, il n'y a rien de ça. Et donc, c'est une foi qui est simplifiée, mais peut-être plus à côté sur l'écriture, ce qui va faire l'affaire de beaucoup de gens. Donc, on revient à quelque chose qui est très, très absolu. Donc, les années 60, 70 et une partie des années 80 vont profiter de la désillusion et du désarroi. Beaucoup reviennent à la foi. Contre-culture, qu'est-ce que ça veut dire exactement? La contre-culture désigne un ensemble de manifestations culturelles
écoutez bien, la contre-culture désigne un ensemble de manifestations culturelles, d'attitudes, de valeurs, de normes qui s'opposent à la culture dominante et qui la rejettent. Cette idée-là a été lancée en 1969 par le sociologue bien connu Theodore Roszak. Parce que personne n'a inventé le mot tout seul comme ça en disant on va faire de la contre-culture. C'est un effet d'ensemble. Les gens se parlent pas, mais d'un pays à l'autre, il y a des gens qui rejettent la culture, et c'est pour ça que Roszak a dit c'est de la contre-culture, ça. Dans les années 70, la contre-culture réveille un des groupes contestataires. Elle réveille des groupes contestataires qui s'opposent à tout. Au capitalisme, ils s'opposent à la guerre, ils s'opposent à la bourgeoisie, aux riches, ils s'opposent au puritanisme sexuel, ils se révoltent contre l'autorité sous toutes ses formes. Donc, on entre dans un monde délicat. Parce que ce qui formait la solidité d'un État avant, c'était l'unité de ses membres, c'était l'unité organique. On travaille dans un même but. C'est comme, on travaille pour, on est prêt à mourir pour son pays là, à la guerre. C'est tellement fort, là, le patriotisme. Mais tout ça, ça meurt dans les années 60. Mouvement contre culture. Les gens veulent pas aller à la guerre aux États-Unis contre le Vietnam. Ils se disent, pourquoi on irait se battre là? Je n'irais pas donner ma vie. Et on comprend que les guerres sèvent les capitalistes. En d'autres mots, General Electric aux États-Unis construit des bombes dans ses usines, et à un moment donné, les bombes, il faut bien les faire tomber sur la tête de quelqu'un pour pouvoir construire des nouvelles bombes et faire tourner l'économie. Idem pour le monde de l'armement militaire, les avions, tout ça, les chars d'assaut. C'est une industrie énorme, mais énorme et gigantesque. Donc, je pense que c'est rendu à 900 milliards de dollars aux États-Unis actuellement, le budget militaire. Donc, pour que le budget militaire reste élevé, il faut qu'il y ait des guerres, il faut que les Américains se battent. Et là, il y a du monde qui allume aux États-Unis, là, qui se dit « Hey, attends une minute, là, moi, je n'irai pas me faire mutiler juste parce que mon peuple me fait accroire, mon gouvernement me fait accroire qu'ici, là, on va se battre pour des grandes valeurs démocratiques, alors que la démocratie échoue. Le capitalisme est devenu sauvage. Donc, c'est ça la contre-culture, c'est des gens qui allument. Ils ont l'intelligence de se rendre compte que ça marche pas, que c'est un échec. Mais on fait quoi avec un échec comme ça? On ne sait pas quoi faire, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on peut quand même se révolter puis dire qu'on n'est pas d'accord. Fait que là, c'est le début là, des grandes marches, des grandes manifestations. Manifeste pour tout, là, n'importe quoi. Là. C'est n'importe quoi qui peut nous dire qu'on est contre le système. On va y aller. On cherche autre chose aussi dans la contre-culture. Le christianisme évangélique, comme je vous en ai profité, mais les religions hindoues aussi, les religions mystérieuses, l'expérimentation des drogues, le psychédélisme, la musique rock, les camps nudistes aussi, le mouvement punk, le mouvement hippie, la libération sexuelle, l'avortement, le féminisme, l'homosexualité sont autant de réactions contestataires contre un ordre établi depuis la Révolution française. Parce que la Révolution française, c'est pas qu'elle voulait plus de Dieu, c'est qu'elle voulait plus unir. C'est pas tellement Dieu qu'elle rejetait, c'était l'Église institutionnelle et dominante. Mais l'ordre moral chrétien était quand même resté dominant en Occident. Maintenant, on rejette ça. Pourquoi ne pas divorcer finalement quand on n'est pas heureux, puis pourquoi ci, puis pourquoi ça? Donc, si tout ça est remis en question, il y a deux réactions dans la contre-culture. En fait, il y en a plus que deux, mais je vous en nomme deux qui sont très connus. D'une part, vous avez le mouvement hippie, qui est un peu la version pacifique de cette réaction. Le mouvement hippie, vous savez, c'est l'amour libre. Si on se marie plus, on couche avec tout le monde, on fait des enfants ici et là, on croit à ça, c'est peace and love, et puis on fume du pot, on écoute de la musique rock, puis on flippe, on a du fun, puis qui est une utopie. Mais cette utopie-là était une réaction
à l'ordre établi. Et donc, vous avez donc cette version pacifique dans la réaction, et vous avez le mouvement punk, qui, lui, est un autre gang de personnes qui réagissent au même problème, mais eux autres, c'est la réaction violente du mouvement contestataire qui marque l'abandon de toute forme de structure sociale. Donc, eux autres, c'est plutôt violent. On s'enlaidit. Ah, c'est laid, là. Il y a des gens qui ont embelli ça par la mode, mais au départ, c'est cette idée de se coiffer les cheveux en toutes sortes de couleurs, de se faire des coupes de cheveux bizarres, le côté skinhead, c'est la violence, c'est fuck the queen, on rejette l'établissement, les autorités, la politique, c'est un mouvement de révolte violent, réaction violente, mouvement hippie, révolte, mais réaction pacifique. Les deux sont passés de mode aujourd'hui. C'était d'autres utopies rajoutées sur les utopies. En conclusion, cette semaine à ce cours, la fin du 20e siècle est marquée par la désillusion généralisée en Occident. C'est ça le monde postmoderne. C'est un monde désespéré qui ne croit plus ni au passé, ni à l'avenir, mais qui n'a de raison de vivre que pour le présent. Il se passe quoi dans ce monde-là postmoderne depuis 30, 40, 50 ans? Drogue et fuite de la réalité en essor, en augmentation, tellement qu'on a légalisé au Québec le cannabis, comme à plein d'endroits en Occident. On assiste au décrochage scolaire des jeunes de façon faramineuse, là. Puis qu'est-ce que ça veut dire, le décrochage scolaire? C'est quoi derrière ça? C'est que l'enfant n'y croit pas, lui, à l'avenir. Pourquoi j'étudierais? J'y crois pas. C'est ça. Décrochage parental également. Qu'est-ce que c'est le rejet, le décrochage parental? C'est le rejet des structures familiales. Des parents se font des enfants, mais ils ne croient pas à la famille tant que ça. Finalement, l'engagement du mariage n'est pas valorisé, donc, et beaucoup de parents décrochent par rapport à leurs jeunes, et qu'on fait à l'État. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes reliés à ça. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde sont des mauvais parents en passant, mais c'est pour dire que la famille est en crise depuis ce temps-là. Le divorce également, qui montre crise relationnelle homme-femme. L'homme et les femmes se comprennent plus là, dans le monde actuel. C'est le nombre de psychologues et de thérapies là-dessus, c'est assez effrayant. Donc, c'est crise dans les relations hommes-femmes, c'est culture de mort, avortement, euthanasie, aujourd'hui légalisé. C'est ça, le monde postmoderne aussi. C'est suicide en hausse chez les jeunes. Signification que ça a, le suicide, c'est la perte de sens. Homosexualité, transsexualité et tout ce qui accompagne la sexualité qui est sortie du cadre binaire homme-femme. Donc, vous voyez, c'est le monde. On est dans une période de l'histoire sombre, très, très sombre, où il n'y a plus rien qui va. Donc, toutes ces réactions sont des images nettes de l'échec du progrès qui conduit l'humanité dans la désorganisation sociale à grande échelle. Les États, nos gouvernements ne sont plus au service du progrès aujourd'hui, mais doivent désormais gérer un chaos social incessant qui s'étend à tous les domaines de la réalité sociale. Dans le monde du 21e siècle, le rôle des gouvernements se résume à gérer des revendications continuelles des groupes de pression sociale. Avez-vous remarqué ça? Nos gouvernements sont élus pour répondre à des revendications. C'est tout le temps ça. Il existe tellement de lobbies et de groupes de revendications pour tout, là, que continuellement, un gouvernement aujourd'hui, ça ne gère pas le rêve d'un avenir puis d'amener la nation plus loin, là. Ça fait juste gérer le day-to-day d'aujourd'hui qui se plaint, augmentation de salaire, eux autres veulent ci, veulent plus de congés, eux autres ci, ça. Puis le gouvernement est accaparé par un monde de revendications. Pourquoi revendications? Parce qu'on se croit propriétaire de droits et de libertés, l'idole du temps présent, et on croit qu'on a le droit d'avoir une vie exactement comme on la veut, puis si on ne nous la donne pas, on va la revendiquer, c'est tout, c'est ça. De ce fait, le monde politique se vide des femmes et des hommes de qualité.
parce que nos États sont ingérables et chaotiques. Donc, on est loin des Churchill, puis des Roosevelt, puis des grands gestionnaires d'États, des grands... Il y a eu des grandes personnes là, qui ont géré des États, puis qui ont été des politiciens de haut niveau, inspirants. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Il y a M. Trudeau, un bon monsieur, mais c'est pas inspirant, là. Puis M. Legault, un petit peu plus inspirant, mais quand même, on voit que c'est de la technocratie, c'est... De ce fait, le monde politique se vide de femmes et d'hommes de qualité parce que c'est ingérable. Avec les gens qui ont du talent, puis qui ont des qualités, puis qui sauraient faire, ils vont pas là. Ils ont l'intelligence de dire, moi, je me mets pas les pieds dans la politique, je vais me faire rentrer dedans l'année longue. Moi, rester chez nous, m'aller gagner 200 000 $ d'une bonne entreprise, je n'aurais pas tous ces problèmes-là. Donc, le monde de la politique est en crise aussi. La sphère politique en crise est prise en main maintenant par souvent des journalistes, des avocats et des technocrates qui ne rêvent plus à un monde meilleur, mais à tout le moins à un monde moins pire. Je dis des avocats, il y a tellement d'avocats maintenant qui font de la politique, parce que posséder les concepts juridiques du droit, c'est d'être capable de gérer la complexité de droit d'un État. Il faut que tu sois un spécialiste dans le droit international, puis dans le droit constitutionnel, pour être capable de gérer un État tellement que c'est devenu compliqué. Fait que c'est l'échec du progrès qu'annonce le monde postmoderne. Donc, on va s'interrompre là-dessus, et la semaine prochaine, on va voir une certaine quantité de dérives, mais comment ce monde-là, qui est dans un chaos, comment il veut se réinventer. Puis là, c'est comme le rêve d'un monde biotechnologique, là, et ça va s'appeler ça l'hypermodernité. Donc, on se laisse et on se voit la semaine prochaine, même heure, même poste. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.